France Musique. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivier-Aguillon. Les concerts sont nombreux partout en France et tant mieux. Et nous continuons notre tour de France des festivals avec notre petit vélo. Direction la Normandie pour les musicales de Normandie. C'est la 17e édition cet été. Avec nous pour en parler, son président Enrique Thérin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Musique Matin. Alors 34 concerts en tout dans des dizaines de lieux. La musique mais aussi le patrimoine local, le territoire. C'est aussi l'une des très belles histoires du festival, tous ces lieux. Tout à fait. C'est un festival itinérant sur toute la Haute-Normandie. On est dans 26 lieux différents et 17 villages différents. Donc c'est vraiment un grand festival itinérant. Les festivités ont donc commencé. Tous les artistes, ou presque, on a l'impression, s'arrêtent par les musicales de Normandie. On sent une vraie générosité dans le projet et ça s'agrandit au fur et à mesure. Il y a toujours des nouveaux lieux. C'est vrai. Le festival est parti avec 6 concerts il y a 17 ans et maintenant on a 34. Donc, et c'est vrai que je suis assez gourmand. J'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup les ensembles, aider les jeunes ensembles notamment. Et donc, plus je peux proposer des concerts dans des lieux de patrimoine extraordinaires, plus voilà. On continue de développer le festival. Alors, Enrique Thérin, il y a des jeunes, des lauréats de concours internationaux qui viennent. C'est important, après 2 années d'autant plus particulières, d'ouvrir plus grand encore la porte aux plus jeunes. Alors complètement, oui, c'est vrai que le Covid, ça a été quand même assez terrible, particulièrement pour les jeunes artistes. On sait que les programmateurs sont plus frileux sur les raretés, sur les jeunes, sur les gens moins connus. Et ça a toujours été aussi l'ADN du festival des jeunes artistes. Pygmalion a fait son premier concert professionnel dans les musicales de Normandie. Les siècles ont commencé ici, les Métaboles, beaucoup d'artistes, de chanteurs, de musiciens. Donc ça a toujours été l'ADN, mais c'est vrai que cette année, on a encore plus mis l'accent sur les jeunes artistes. Prochain concert tout à l'heure à Fécamp avec l'ensemble Les Ombres, une nuit à Madrid autour de Boccherini. Et puis un répertoire plus contemporain samedi avec Thierry Pécou, compositeur et fondateur de son ensemble Variance. Ça, ce sera donc samedi à 17h toujours à Fécamp. Vous parliez de risques là et puis de rareté. On sent aussi que les musiques d'aujourd'hui ont complètement leur place dans votre festival. C'est important à noter. Je vais citer quelques noms. Donc au-delà de Thierry Pécou, il y a Pesson, Hersan, Gousseau, Pranulité ou encore Philippe Glass. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas de barrière, on n'a pas de thématique particulière et on cherche vraiment à programmer 5 siècles de musique, quand même avec un axe quand même historiquement formé pour tout ce qui est musique ancienne, où on est assez exigeant, on va dire, voilà, et on fait plutôt appel à des ensembles historiquement informés. Et après, c'est vrai qu'on va aussi sur la création d'aujourd'hui. Et on a la chance aussi en Normandie d'avoir beaucoup d'ensembles de très grande qualité en résidence sur le territoire. Thierry Pécou en fait partie avec son ensemble Variance. Mais on a aussi des piliers de la musique ancienne avec Correspondance, le Paume harmonique, les musiciens de Saint-Julien. On est très riche en Normandie d'ensembles formidables. Alors les musicales de Normandie, au-delà de ces grands artistes que vous citez, il y a aussi le public, les musiciens amateurs qui peuvent participer. Ça, c'est toujours précieux. Je vois par exemple un atelier choral baroque le 29 août. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Oui, tout à fait. Il reste encore quelques places. C'est vrai que c'est un atelier qui est proposé par l'ensemble Les Mélanges et Thomas Van Dessen, qui est aussi d'ailleurs en résidence en Normandie. Et on essaye de développer en effet la pratique amateur. On a aussi une année sur 2 une académie d'orchestre, l'Académie Corneille, qui permet aux musiciens instrumentistes de la région de venir se former auprès de professionnels et de donner un concert d'orchestre. Donc c'est aussi un axe du festival de développer la pratique amateur. Merci beaucoup Enrique Thérin pour ce tour de ces musicales de Normandie qui se poursuivent jusqu'au 31 août. Eh bien, donnez-nous des nouvelles de temps en temps. Nous, on va écouter le poème harmonique tout de suite avec la voix plutôt de Victoire Bunel, qui sera avec le poème harmonique le 20 août chez vous, en Seine-Maritime pour votre festival. Merci Enrique. Merci beaucoup et merci France Musique. À réécouter sur francemusique.fr. C'est l'heure de l'avis du public. Tous les jours, nous vous donnons la parole dans cette partie de l'émission et vous nous racontez les festivals de l'intérieur comme une sorte de petit reportage. Nous avons eu au téléphone un peu plus tôt José Sagit qui nous parle du festival des musicales de Normandie qui démarre justement ce vendredi. Ce qui est très très bien dans ce festival, c'est le mariage. Je sais que ça se fait aussi ailleurs, mais là je trouve que c'est très réussi entre les lieux de patrimoine et la musique.
à chaque fois, c'est un petit bonheur d'aller dans des lieux comme le Bois des Moutiers à Varangeville, l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen, les différents lieux de Fécamp, l'Abbatiale, la Bénédictine. Enfin, c'est toujours un plaisir de se déplacer au gré des concerts et de découvrir ou de redécouvrir des lieux. Voilà. José Sagit n'est pas un festivalier comme un autre musical de Normandie, il est également président de l'ODIA, Office de diffusion et d'information artistique, et de ce fait représente un partenaire pour le festival. José Sagit. C'est un office régional pour nous, puisqu'on est financé par la région Normandie et puis l'État et les partenaires normands, pour aider à la diffusion des artistes normands dans le milieu du spectacle vivant. On a cette chance en Normandie d'avoir ces ensembles qui sont quand même assez formidables et qui ont parfois du mal à se diffuser sur le territoire parce que c'est des ensembles qui quand même sont conséquents en termes d'effectifs et donc du coup ça coûte parfois un peu cher pour les faire venir et ils passent dans des grandes maisons en France ou en Europe, comme le Poème harmonique par exemple, se produisent dans des endroits très prestigieux un peu partout dans le monde, on va dire. Ce serait dommage qu'ils ne puissent pas se diffuser et être vus et entendus sur le territoire dont ils sont issus. José Sagit, président de l'ODIA. Puisqu'il existe des infrastructures régionales chargées de la diffusion d'artistes sur un territoire proche, se pose alors la question suivante. Au regard du contexte écologique, doit-on renoncer à la diffusion d'un ensemble à l'international? Pouvons-nous imaginer un système de tournée qui favoriserait le local? José Sagit. Je crois qu'il faut tenir les deux, comme on dit, les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que pour ces ensembles, la reconnaissance nationale et internationale est importante. C'est même une nécessité. C'est de se confronter à ces aux grandes maisons de musique de par l'Europe et au-delà. Mais en même temps, ils doivent, dans la mesure où ils sont implantés sur le territoire de la Normandie, il faut tout faire pour que les habitants de ce territoire puissent profiter aussi de ces ensembles qui sont quand même assez remarquables, je veux dire. José Sagit sur une certaine priorité donnée au local dans la diffusion des artistes. Si vous êtes un musicien ou un ensemble et que vous êtes normand, voici une suggestion de réflexe qui vous est donnée par lui. Quand un ensemble s'installe en Normandie, que ce soit en théâtre, n'importe quelle discipline artistique, moi j'ai envie de lui dire que la première chose à faire, une des toutes premières choses à faire, c'est de prendre contact avec l'ODIA. On a des conseillères théâtre, on a une conseillère Anaëlle Richard, qui est notre conseillère musique et danse, qui est tout à fait remarquable, et qui sera ravie de vous donner un rendez-vous. Merci beaucoup à José Sagit pour cet avis du public sur les musicales de Normandie qui démarre ce vendredi 29 juillet jusqu'au 31 août. Et puisqu'il nous parlait de l'ensemble Le Poème harmonique, les voici tout de suite avec un texte souvent mis en musique, tiré du psaume 38, Domine ne in furore tuo, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint. Ici, le compositeur est anonyme.
Domine ne in furore tuo par le poème harmonique et son chef Vincent Dumestre, compositeur anonyme. Ce samedi 27 au Musical de Normandie et puis le 28 août au Musical de Normandie toujours, mais un récital de clavecin. Vous avez vous-même déjà sorti des disques avec le Caravansérail, cet ensemble que vous avez fondé donc en 2015. Tout a commencé à Royaumont alors que vous étiez en résidence, c'est ça? L'idée avait germé dans votre tête depuis quelque temps ou c'était cet endroit-là, ce moment-là? Non, ça faisait 2-3 ans que ça, que ça germait. En 2012, j'ai pu diriger un opéra, un peu par hasard, Vénus et Adonis de John Blow, avec une production du théâtre de Caen. Pardon. Et j'avais adoré faire ça. Et après ça, je me suis dit, mais c'est quand même, ça donne envie un peu d'arrêter de jouer chez les autres et de faire son propre truc. Et donc, progressivement, voilà, j'ai eu cette résidence à Royaumont plutôt comme claveciniste au départ, en 2014. Et avec Sylvie Brély qui m'accompagnait dans cette résidence, on a beaucoup parlé. Puis il avait suivi Vénus et Adonis avec intérêt. Et on a fait ça ensemble, on a créé ça ensemble. Et Royaumont m'a beaucoup soutenu dans la création de l'ensemble. Au début, on était vraiment... toutes les premières productions étaient financées par Royaumont, très clairement. Et c'était vraiment... C'est un ensemble fixe avec une équipe de base fixe. Mais est-ce que vous faites toujours appel à de nouveaux musiciens en fonction des projets ? Assez souvent, finalement, on fait appel à de nouveaux musiciens. J'aime bien découvrir des gens que je connais pas. Je trouve que ça fait partie aussi du métier de rencontrer des gens. Mais on a quand même une base, en tout cas il y a une équipe qui tourne, qui est avec des gens qui commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble mais là, par exemple, hier, on a fait un concert avec plusieurs nouvelles personnes. Oui, vous étiez à l'Académie Bach. Oui, on était à Arc-la-Bataille pour un nouveau programme autour de Bach et ses élèves, ses fils et Johann Gottlieb Goldberg aussi, qui était un de ses élèves. Et donc, par exemple, il y avait une violoncelliste, Diana Vinagre, qui n'avait jamais joué avec nous, et donc c'était la première. Et c'était passionnant aussi pour ça. Alors, ce disque Scarlatti, ce Stabat Mater, en tout cas précisément, écrit pour la chapelle Giulia de Saint-Pierre de Rome, l'une des œuvres certainement les plus abouties de la musique vocale, en tout cas religieuse de Scarlatti. Il y a donc un continuo, la basse continue, et 10 voix qui sont entremêlées. Scarlatti le compose alors qu'il a presque 30 ans. Une composition autour de 1715. Comment cette œuvre s'apparente-t-elle à sa musique pour clavecin, Bertrand Cuillet ? Oui, différemment de ses autres œuvres entre guillemets chorales, vocales d'église, vocales sacrées, elle est un peu plus libérée. C'est-à-dire qu'au niveau du style d'écriture, déjà ces 10 voix uniques, ces 10 voix différentes qui sont probablement faites pour être pas faites par un chœur, mais par une personne chaque voix seulement, donc 10 chanteurs et un continuo, sont l'écriture, la trame harmonique, le déroulement, la liberté et puis l'idée du son qu'il a sont très personnels. On voit dans ses messes et dans ses autres œuvres sacrées qu'il a été un peu plus entre guillemets un peu plus sérieux, un peu plus respectueux de tout ce qui se faisait avant, et dans le sérieux du contrepoint et tout ça. Là, c'est beaucoup plus libre, et puis on retrouve des couleurs espagnoles, on retrouve des choses qu'on retrouve aussi dans sa musique de clavecin. Donc parfois, c'est son œuvre vocale dans laquelle on le reconnaît lui, quand on connaît sa musique de clavecin, le mieux.
tout début du Stabat Mater de Domenico Scarlatti avec l'ensemble Le Caravansérail dirigé par Bertrand Cuillet, notre invité ce matin. Alors Scarlatti, il a écrit évidemment beaucoup d'œuvres sacrées, mais la plupart en tout cas de ses oratorios semblent perdus. Est-ce que d'ailleurs il est vrai que le manuscrit autographe de ce Stabat Mater est perdu lui aussi ? C'est une bonne question, je me rappelle plus. Bon. Je me rappelle pas du tout. Je sais pas sur quoi. Qu'il y avait des copies, mais pas vraiment l'autographe. Écoutez, voilà, la question Scarlatti. est ouverte. Je me rappelle plus. C'est le genre de truc qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre une fois qu'on a commencé une production. Ok. Voilà, donc je suis désolé. Ce Stabat Mater, dès les années 60, a fait évidemment l'objet de plusieurs enregistrements avec de nombreux ensembles spécialisés dans les musiques anciennes, les arts florissants, John Eliot Gardiner, l'ensemble Jacques Moderne, etc. Les pionniers vraiment de la redécouverte de la musique baroque dans les années 60, 70, 80. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ceci, Bertrand Cuillet ? Dans cette interprétation, vous voulez dire ? Alors, j'écoute pas beaucoup ce que font les autres quand je joue des œuvres. Moi, je connais une version que je trouve magnifique, c'est la version d'Alessandrini. Donc j'ai pas trop écouté ce qu'ont fait les autres. Moi je me place plutôt par rapport à la partition, c'est-à-dire qu'est-ce que je regarde la partition et j'essaye de l'entendre dans ma tête et de comprendre ce que je peux avoir envie d'en faire et comment elle me parle. Et c'est un peu, en général, c'est vraiment les partitions qui donnent l'inspiration. Et cette partition, clairement, déjà donne envie de pas faire de la musique de chœur, mais de faire de la musique de soliste. Il y a ces 10 voix solistes. Parce que c'est vraiment des entités. Oui, alors on peut certainement faire autrement, mais moi c'est pas ça que ça me donne envie de faire. Et ces 10 voix solistes, comment on les fait le mieux sonner, c'est en ayant pas un chœur justement, mais en ayant 10 solistes qui font leur vie comme solistes par ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait une équipe avec ça. C'était ça qui me faisait rêver, d'avoir tous ces timbres magnifiques, de les mettre ensemble et que eux, en même temps, aient leur personnalité, mais en même temps se mettent dans un son commun. Voilà, c'est ça. C'était le projet. Ça met en lumière ce texte poignant, évidemment, qui compte, qui médite les souffrances de Marie. Chaque mot important est mis en valeur par un motif musical propre. Oui, Bertrand exactement. Ouais. Parfois un peu contre le texte et parfois dans le sens du texte. Pas autant contre le texte que dans Pergolèse, par exemple, qui est toujours, que je trouve magnifique dans la musique, mais pas raccord avec ce que ça raconte. Et là... Mais vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, comment un motif musical qui raconte... Le plus simple, c'est le Inflammatus, qui est le numéro combien du disque, le 9 ou le 8, qui est, je sais, on va pas l'écouter, mais qui est une espèce de, comme ça, qui vraiment est dans le vif du sujet, alors que il y a beaucoup de choses très berçantes, très qui racontent en tout cas émotionnellement le rapport à la mère, ou quelque chose de très maternel. Il y a vraiment de la berceuse, très clairement. Et dès qu'il y a un mot qui arrive, un peu de drame dans l'harmonie, on est dans un truc majeur, et puis pouf, tout de suite une rupture, et on va vers quelque chose de très dramatique. Ça suit vraiment le texte. On doit donc penser d'abord le mot, en fait. Alors, moi, je pense pas le mot. C'est-à-dire que la musique contient le sens du mot. Donc, si on regarde la partition et qu'on voit où la musique nous mène, le mot prend son sens par rapport à ça. Mais je veux dire, je pense pas la mère se tenait debout, machin. Il n'y a pas besoin de penser ça pour moi. La musique est tellement... puis la musique... voilà, la musique et le mot sont reliés, donc... mais la musique est plus importante, à mon sens, et enfin, nous guide plus. Bertrand Cuillet, vous avez étudié le clavecin avec Pierre Antaille, Christophe Rousset, remporté en 98 le 3e prix du concours international de clavecin de Bruges. En 2018, vous avez participé au projet Scarlatti 555, organisé par France Musique, avec une trentaine de clavecinistes dans l'intégrale des 555 sonates donc, de Scarlatti, diffusées sur notre antenne dans de nombreux lieux différents. Un beau projet.
Génial, Ouais. j'ai adoré ce projet. Aussi ma rencontre avec Marc, avec votre Marc patron, Voinchet. Marc Voinchet, qui a organisé tout ça et qui a une passion pour Scarlatti. Et c'est vrai que tout le projet était porté par cette passion de Marc Voinchet. Et ça a pu se mettre en place grâce à ça. Et c'est je parle pour moi, mais je pense pour tous les clavecinistes qui étaient là, déjà je trouve c'est quand même un beau milieu, les clavecinistes, assez, c'est un peu une confrérie. Oui. On s'entend bien, on se respecte, et donc on était, je pense, tous contents de faire partie de ce projet ensemble et de porter ce répertoire qu'on aime tous. Ça devait être une organisation extraordinaire. C'était vraiment fou. Il devait être des nœuds de singe dans le cerveau des organisateurs pour arriver à monter ça, mais c'était vraiment chouette. Et seul, vous avez enregistré l'intégrale de l'œuvre pour clavecin de Rameau et de Couperin. Vous étiez donc hier encore à l'Académie Bach, à l'Arc-la-Bataille, donc autour de Bach et de ses élèves, entre autres Johann Gottlieb Goldberg, dont les variations de Bach portent l'illustre nom, mais il était donc aussi compositeur. C'est un programme que vous redonnerez à Utrecht, aux Pays-Bas, la semaine prochaine, le 30 août. Oui. Bach, donc vous disiez qu'adolescent, il vous faisait peur. Est-ce que c'est encore le cas, ou en tout cas, comment ça a pu se débloquer, Bertrand Cuillet? Alors ça s'est débloqué. Oui, il me faisait peur jusqu'à ce que je rencontre Pierre Entaille, en fait, que j'entende Pierre Entaille et qu'il me fasse travailler Bach et qu'il lui me débloque ça parce que je me suis rendu compte que même si lui il a une approche en même temps intellectuelle et en même temps beaucoup plus riche que ça de la musique et en particulier de la musique de Bach. Et ça m'a touché, en fait. Ça m'a touché aussi par tout ce côté virtuose, puis les premières approches que j'ai eues vraiment avec Bach, c'était le concerto italien. Et c'est vrai que le concerto italien, quand on n'est pas trop fan de tous les trucs contrapuntiques qui nous font, qu'on n'arrive pas à bien comprendre, qui nous semblent trop intellectuels, c'est une bonne première approche. C'est assez facile. C'est de la musique que tout le monde joue un peu les pièces, un truc de pianiste aussi. C'est un truc. Et donc le concerto italien, et puis après des choses un peu plus polyphoniques, le clavier bien tempéré. Et puis non, maintenant il me fait plus peur. J'adore. Non, il est impressionnant toujours parce qu'on a envie de. On est devant une telle œuvre qu'il faut lui rendre hommage. Il faut la respecter. Mais il faut la. Voilà. Domenico Scarlatti, nous continuons à écouter un extrait de ce nouveau disque. Il y a également des œuvres profanes, en l'occurrence 7 cantates profanes pour Nel Sono Almen Talora, avec la voix d'Emmanuel de Negri.
À 8h51 sur France Musique, la voix d'Emmanuel de Negri, accompagné par l'ensemble Le Caravansérail, dirigé par Bertrand Cuillet, notre invité ce matin, dans cette ère de la cantate profane pour Nel Sono al Mentalora de Domenico Scarlatti, un extrait de votre disque paru en avril dernier sur le label Harmonia Mundi. Avec ce même ensemble, Le Caravansérail, vous aviez enregistré en 2016 un disque plutôt autour de l'univers onirique du théâtre londonien du XVIIe siècle, avec des musiques de scène, des airs, de la danse, des mélodies. Vous vouliez restituer donc cette atmosphère un peu du théâtre shakespearien. Est-ce que là, pour Scarlatti, c'était la même chose, se plonger dans une ambiance vraiment globale du temps de Scarlatti, entre le profane et le sacré ? Bertrand Oui, Cuillet ? c'est ça. Et puis c'est aussi lui rendre hommage de manière un peu générale, aussi dire au public et même aux musiciens. Vous voyez, Scarlatti, c'est pas que ces sonates de clavecin qu'on connaît, c'est aussi des choses vraiment très belles qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins et qu'on joue moins. Et moi, j'aime beaucoup Scarlatti, donc j'avais envie de lui faire un petit hommage. Programme de ce disque que d'ailleurs vous donnerez à Paris également le 19 octobre à l'Oratoire du Louvre, donc à Paris. Et puis, on le rappelle, cette semaine, le 26 août, aux rencontres musicales de Vézelay en l'église Saint-Germain de Vaux de Lugny. Ce sera à 16h ce vendredi et puis ce samedi à 20h30 au Musical de Normandie, à l'abbaye de Saint-Martin de Beaucherville. Et Bertrand Cuillet, vous qui êtes donc claveciniste, est-ce que vous avez toujours votre clavecin dans une cave pour vous extirper du monde quand vous jouez ? Non, mais j'ai déménagé depuis, mais la cave s'est transformée en un garage qui a été retapé en salle de musique, donc le clavecin a été surclassé, il a remonté d'un étage. Bach au programme d'un concert que vous donnerez vous-même donc au clavecin, là où est né votre ensemble à Royaumont, l'ensemble Caravansérail. Concert donc Bach le 1er octobre dans le cadre du festival de Royaumont. Pour revenir au clavecin, mais là vous serez avec 3 autres clavecinistes, Violaine Cochard, Pierre Gallon et Olivier Fortin, pour les concertos pour 3 et 4 claviers de Jean-Sébastien Bach. Bach, on y revient toujours en fait. On y revient toujours. Bertrand Et puis, Cuillet. je pense que si on pouvait... il y a des moments... l'hiver dernier, j'ai passé, je crois, 3-4 mois avec que des concerts Bach. Ça s'est trouvé par hasard comme ça. Rien ne m'a manqué d'autre. Je pense qu'on peut passer très longtemps en faisant que ça. Et les concertos, c'est une fête. C'est vraiment la fête du clavecin, ce truc de confrérie dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment, on est hyper content de se retrouver, de jouer ensemble. Avec le Caravansérail donc, et vous au clavecin, plus 3 autres. Vous écoutez quoi comme musique pour terminer chez vous, Bertrand Cuillet ? Moi, j'ai un abonnement Cobuzz, je vais sur Découverte, et donc j'écoute tout ce qui sort, aussi bien électro... soul, On sort de Scarlatti, R&B ou quoi, tout ce que je peux écouter d'autre, je l'écoute. Pas trop de la musique baroque, si possible. Merci Bertrand Cuillet d'avoir été avec nous. On termine avec un nouvel extrait de ce disque Scarlatti paru chez Harmonia Mundi, le Concerto Grosso numéro 3, d'après Domenico Scarlatti, mais repris, arrangé par Charles Avison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel.
Allegro du concerto grosso numéro 3 en ré mineur d'après Domenico Scarlatti, arrangé par son ami et contemporain Charles Avison. L'interprétation à l'instant du Caravansérail dirigée par Bertrand Cuillet. France Musique. France Musique. Bonjour Léo Warinski. Bonjour Gabriel Olivier-Aguillon. Vous êtes chef d'orchestre, chef de chœur. Vous avez fondé votre ensemble vocal Les Métaboles en 2010, avec qui vous serez donc en concert, encore plusieurs dates cet été, pour 2 programmes distincts. Et puis on parlera évidemment de la suite vers la rentrée avec d'autres ensembles. En tout cas, à venir de façon toute proche, ce dimanche 21 août au festival Ravel à Cibourg. Programme Ravel donc, le 25 août et le 26 août pour un autre programme Cori Allegri. Le 25 août au Musical de Normandie et puis le 26 au festival de Sablé. Mais nous allons d'abord parler de vous. Vous avez été chanteur vous-même et violoncelliste étant enfant. Est-ce que ces 2 apprentissages-là vous ont-ils justement donné envie de diriger et chœur et orchestre? Oui, exactement. Je suis d'abord venu du chant parce que je suis d'abord maîtrisien. J'étais à la maîtrise de garçon de Colmar et en parallèle j'ai appris le violoncelle et donc forcément ça a impliqué de chanter dans des chœurs et de jouer dans des orchestres et je pense qu'il y a ce goût-là. En plus on dit souvent que le violoncelle est l'instrument le plus proche de la voix humaine, donc je pense qu'il s'est créé une correspondance dans ma tête dès le départ. Une synthèse idéale. Donc vous avez étudié la direction auprès de François-Xavier Roth et puis de Pierre Cao également. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris qui vous sert vraiment systématiquement, Léo Warinski, quand vous abordez une nouvelle œuvre ou un nouvel ensemble? Je crois d'abord l'exigence, tous les deux. C'est des chefs très travailleurs et qui nous ont toujours incités à toujours aller plus loin, pousser la réflexion, ne jamais se contenter juste d'une lecture superficielle des choses. C'est la première chose. Et la deuxième, naturellement, c'est cet appétit, cet amour de musique qu'ils transmettaient aussi, l'amour des répertoires, le goût à toujours aller creuser au fond de l'inconnu. Et oui, c'est le cas pour vous. On va en parler tout au long de cet entretien jusqu'à 9h. Alors, Ravel, donc, que vous allez aborder ce 21 août. La voix, on lui connaît ses mélodies pour piano et voix, ou bien ses mélodies pour orchestre et voix, les passages pour chœur dans L'Enfant et les Sortilèges. Mais il n'a pas composé beaucoup de musique chorale a cappella, sauf donc ces 3 chansons que vous allez interpréter, entre autres. Mais il va y avoir d'autres transcriptions de ses œuvres. Est-ce qu'il y a un point commun, une couleur ravelienne parmi toutes celles-ci qui sont donc transposées à la voix que vous allez proposer pour ce concert? Oui, c'est vrai que comme chef d'orchestre, on est comblé avec Ravel. Ouais. Comme chef de chœur, on est un peu frustré. On n'a que ces 3 chansons. Et je me suis dit, finalement, quand même, chez Ravel, tout chante. Ça part de la mélodie. C'est ça qui est assez paradoxal. Tout part du piano et du chant, je dirais, chez Ravel. Et c'est là que je me suis dit, bon, finalement, on pourrait peut-être commencer à puiser dans ce répertoire orchestral pour voir, pour entendre de manière différente, grâce aux voix, comment il pourrait sonner. Alors, il existait des transcriptions déjà très habiles de Clitus Gottwald, par exemple, de Gérard Pesson, et j'ai décidé d'aller plus loin et de faire un programme uniquement sur Ravel et de transcrire des nouvelles œuvres, en fait, qui n'avaient jamais été transcrites pour la voix, La pavane pour une infante défunte, et surtout ce challenge incroyable qui est le boléro. Boléro, donc transcrit par Thibaut Perrine. Ça a été vraiment un vrai défi? Ça a été un vrai défi. En fait, c'était presque un pari. Un pari parce que c'était un challenge. Je me dis, bon, le boléro, c'est finalement le geste orchestral par excellence. C'est vraiment un crescendo et c'est un geste d'orchestration. Donc, comment faire avec juste des chanteurs pour qu'on crée ce crescendo et cette variété des timbres et cette espèce de modulation, d'explosion à la fin? Est-ce qu'on peut l'aménager avec un chœur aussi bien qu'avec un orchestre? Et finalement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ouais, il n'y a pas eu de paroles rajoutées, hein, c'est des onomatopées, il y a des percussions aussi sur le corps de la part des chanteurs. C'est ça, exactement. Et je voulais vraiment qu'il n'y ait que les chanteurs, qu'ils soient des instruments et que ce soit leur voix uniquement qui fasse ce boléro. Je voulais pas d'aide. Et je me suis dit aussi pas de texte, que le texte rajoute tout de suite un sens qui finalement, ce qui est très intéressant avec le boléro, c'est qu'il n'a pas de sens. On peut l'interpréter de façon positive, négative. Il y a une littérature très abondante là-dessus, je pense que les auditeurs le savent. Ce qui m'intéressait moi, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut mettre en valeur, grâce à cette œuvre, aussi les voix des Métaboles. Parce que les chanteurs des Métaboles, c'est à la fois des gens qui ont naturellement un goût pour l'ensemble, mais ce sont aussi pour beaucoup des solistes, des gens qui ont des voix remarquables. Et je voulais aussi leur rendre hommage et les mettre en valeur par cette œuvre-là. Vous savez quoi, Léo Warinski, nous allons écouter ce boléro transcrit par Thibaut Perrine, chanté par les voix des Métaboles, justement.
avez reconnu ce boléro de Maurice Ravel, là dans la transcription de Thibaut Perrine, avec l'ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Varinsky, notre invité ce matin. C'était donc la toute fin de ce boléro, un thème qui circule de pupitre en pupitre, un temps tantôt par les hommes, tantôt par les femmes. Un programme Ravel, donc, cette œuvre-là sera donnée dans le cadre de votre concert au Festival Ravel en l'église Saint-Vincent de Cibourg. Il y aura aussi des œuvres de Stravinsky, de Saint-Saëns et de Bousteau. Ce sera ce dimanche 21 août. Il y a vraiment une autre façon de le découvrir, hein, ce compositeur et cette œuvre-là. Oui, il y a avec cette transcription. Absolument une autre façon de le découvrir et je pense que c'est inépuisable. Maintenant, Ravel est quasiment tombé dans le domaine public, donc je pense que beaucoup de compositeurs ou d'arrangeurs peut-être vont chercher en fait à explorer d'autres facettes de Ravel. Et alors, ce qui est superbe, c'est qu'on a la chance de le chanter en plus à Saint-Jean-de-Luz, à Cibourg, qui est la ville natale de Ravel. J'ai eu la chance plusieurs fois d'y aller en vacances. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et je me disais l'an dernier, en passant devant la maison natale, je disais qu'est-ce que ça serait formidable de donner ce programme Singing Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, je remercie les directeurs musicaux, Jean-François Esser, Bertrand Chamaillot et aussi Véronique Plintel de nous avoir invités à donner ce programme. Ça va être, je pense, très particulier. On va passer de Ravel aux musiques d'aujourd'hui, mais aussi par un répertoire bien plus ancien là à suivre. Vous travaillez avec des compositeurs, compositrices d'aujourd'hui, oui. Léo Varinsky, beaucoup. On sent vraiment une vraie volonté de montrer à quel point la dynamique de la création est aussi au cœur de votre attention. Ça a toujours été évident pour vous de chanter les musiques d'aujourd'hui ? Oui, je pense depuis mon enfance, à la maîtrise, on en chantait beaucoup, j'en jouais, ça m'intéressait toujours. J'aime bien cet inconnu en fait qui nous attend et aussi de ne pas être des fois affecté ou je dirais même pollué, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas marqué par une tradition sur les musiques. J'aime aussi me dire qu'on est sur un terrain vierge, un terrain nouveau et que on fait vivre quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de très excitant pour moi. Et d'ailleurs, vous participerez au Festival d'automne à Paris. 2 concerts, le 17 septembre avec des œuvres du compositeur portugais Emmanuel Nunes, mort en 2012. Concert dans le cadre de la saison France-Portugal, évidemment, cette année. Et puis le 21 octobre, avec là les Italiens, Luigi Nono, décédé en 90, et puis là un compositeur vivant, Salvatore Schiarino. Oui. Tout ça avec l'ensemble multilatéral dont vous êtes le directeur artistique depuis 2014. Oui, exactement. Et systématiquement, dans ces 2 concerts, que ce soit le portugais, entre guillemets, ou l'italien, les œuvres d'aujourd'hui sont mises en regard avec les œuvres du passé. Il y a une logique, j'imagine, dans tout cela, à part votre plaisir de faire ça. Quelle était l'idée que ça se réponde ? Oui, l'idée, c'est vraiment de trouver une parenté musicale et de créer une courbe dans un programme. C'est-à-dire qu'il y ait un programme soit comme une espèce de grande symphonie, je dirais. On a un problème avec la musique vocale, c'est que généralement, les œuvres sont assez courtes. Les œuvres de grande envergure, à part les grandes œuvres avec orchestre, les oratorios, naturellement, sont souvent courtes. Donc, c'est intéressant dans un programme de créer une architecture de programme qui fasse qu'on arrive, donc vous qu'on vit un comme parcours. Une entité donc je le pense comme une entité en part entière. Et même sur le programme, effectivement, Schiarino, Luigi Nono, j'ai rajouté du coup des petites œuvres de Luzzasco Luzzaschi, œuvre donc un compositeur du XVIIe siècle, qui a écrit des œuvres très virtuoses pour 3 dames, les 3 dames de Ferrare, qui attiraient l'Europe entière parce que ces 3 dames étaient d'une virtuosité incroyable. Et dans la virtuosité de l'écriture de Schiarino, j'ai trouvé des choses de parenté avec Luzzasco Luzzaschi et je me suis dit ça va vraiment répondre. Vous pensez qu'il faut encore plus encourager la création ? Ouais, je pense qu'il faut le faire beaucoup plus. Oui, elle manque beaucoup. La création est souvent un petit peu. Alors, elle est souvent un objet de communication très important pour beaucoup de salles, de festivals, oui. Et finalement reste toujours une portion congrue, c'est-à-dire qu'elle est toujours là comme le petit élément. On rajoute une petite création, mais on la met rarement au centre. Plus connues. Je trouve qu'une programmation réussie met la création en valeur. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand tout à coup, grâce à la musique qu'on a faite, la musique du passé, la musique qui peut rassurer le public et aussi servir de repère. Et c'est important d'avoir des repères. Mettre en valeur la création qui suit. Et par exemple, dans le programme qu'on va faire la semaine prochaine, Cori Allegri, j'enchaîne directement cette messe de Benevolo, qui est une œuvre incroyable à 4 chœurs, dont on parlera peut-être plus tard, avec une création de Jutta Pranulite. Et c'est vrai que l'enchaînement de ces 2 œuvres, je trouve, est très belle, parce que la messe termine par un Agnus Dei, très planant, très doux. Et tout à coup, j'enchaîne avec l'œuvre de Jutta Pranulite, qui commence dans la même atmosphère. Et tout à coup, on fait 4 siècles, un bond de 4 siècles. Qui est une compositrice lituanienne née au début des années 90. Voilà, c'est une jeune compositrice, elle n'a même pas 30 ans. Et voilà, elle écrit une œuvre qui répond habilement à Benevolo. Et là, vous parlez donc de ces programmes de concerts que vous donnerez les 25 et 26 août. On va écouter un extrait de ce programme, justement, mais ni la compositrice dont on parle à l'instant, ni de Benevolo, mais Charpentier, un extrait de son Salve Regina.
un extrait du Salve Regina de Marc-Antoine Charpentier, interprété par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, notre invité ce matin. Une archive qui date de 2020, une œuvre que vous avez donnée au Festival de Royaumont, que nous avons pu récupérer pour l'écouter, c'est sublime. Et puis, on en parlait pendant l'écoute, ce trio d'hommes au milieu qui illustre le propos, qui parle de larmes, et puis il y a tous ces frottements qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ça met vraiment en regard avec des œuvres d'aujourd'hui. Le lien est évident, c'est incroyable. Mais Charpentier est un compositeur incroyable d'imagination, en fait. Et effectivement, à un moment, il parle de cette vallée de larmes dans laquelle on plonge. Et là, il l'illustre par des harmonies complètement hallucinantes. Et c'est vrai que le lien se fait immédiatement. Une œuvre que l'on entendra donc au programme de vos concerts Cori Allegri le 25 août au Festival musical de Normandie à Rouen, et puis le 26, le lendemain, au Festival de Sablé en la basilique Notre-Dame du Chêne. C'est d'ailleurs un programme de musique baroque spatialisé, puisqu'il y a donc Allegri, Charpentier, cette œuvre-là, Benevolo, et cette musicienne lituanienne dont on parlait, le Pranulité. Vous ne serez pas a cappella, puisque vous serez accompagné de Louis Pirard à la viole de gambe, Mathieu Valfré à l'orgue et Hubert de Flandre à la contrebasse. Un concert donc qui continue à faire le lien entre la musique baroque romaine, la musique française, la musique d'aujourd'hui. Spatialisé, c'est-à-dire que c'était comme ça déjà qu'étaient chantées ces œuvres-là ? Oui, absolument. Alors le Miserere d'Allegri, c'est une œuvre à double chœur. Cette messe de Benevolo, en fait, c'est une recréation, Horatio Benevoli, même Benevolo, il y a une confusion sur le nom. C'est un compositeur donc qui fait partie de ce qu'on appelait le baroque colossal, c'est-à-dire cette musique baroque à Rome qui profitait des lieux dans lesquels la musique était créée et dans lesquels les chœurs étaient spatialisés, c'est-à-dire autour du public. C'est vraiment du surround avant l'heure. Et là, particulièrement pour cette œuvre-là, il y a 4 chœurs. Il y a 4 chœurs, donc aux 4 coins de l'église qui entourent, et donc le son circule. On n'avait pas d'enceinte à l'époque ou de système avec l'IRCAM qui arrivait à faire tourner le son autour du public. Et ben on mettait les chanteurs directement au bon endroit, et du coup le son circule dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'inverse. Il y a des blocs devant, des blocs derrière. Enfin voilà, c'est une musique qui se renouvelle par justement cette spatialisation. Et le Miserere d'Allegri, pour en revenir à ce programme-là aussi, je voulais pas faire la version classique qu'on entend tout le temps, très très belle, très lisse, un peu anglaise. J'ai décidé en fait d'en faire une version qui reprend des ornements qui ont été rajoutés au XVIIe siècle. Le Miserere d'Allegri, il reste pas la partition originale d'Allegri, il reste que des retranscriptions diverses et variées. Et j'ai choisi en fait de prendre une version dans laquelle il y a plein d'ornements, où justement le petit chœur justement varie, et la soprano est appelée à faire des volutes pour justement aussi proposer une autre écoute de ce Miserere. Et alors quel est le rôle de Louis Castelin que je vois dans l'œuvre de Benevolo, justement, avec les 4 chœurs qui se répondent? Alors, Louis Castelin, c'est un ami, et c'est alors, il est chef lui-même et musicologue aussi. Il a cette double casquette, et c'est lui qui a retrouvé cette œuvre de Benevoli et qui m'en a proposé de faire la création. C'est lui-même qui en a dirigé d'ailleurs la création lorsqu'on nous étions à Royaumont. On avait partagé la scène à cette époque-là. Je lui avais rendu aussi hommage par ce biais-là. Et donc, c'est lui qui m'avait proposé et transcrit et édité la partition de Benevoli. Donc, si Louis Castelin n'était pas là, Benevoli aurait dormi dans les tiroirs peut-être pour des siècles encore. Ouais. Et donc, au programme de ces concerts 25 et 26 août, je rappelle que vous chanterez Ravel au Festival Ravel à Cibourg ce dimanche 21 août. Un programme que vous avez donné à l'origine à la Cité de la Voix de Vézelay, et puis vous avez donné aussi dans l'endroit où vous êtes actuellement en résidence avec les Métaboles, la Cité musicale de Metz. Et puis, d'autres actualités avec l'ensemble multilatéral, cette fois au Festival Ensemble. Là, ce sera vraiment de la création musicale. Vous y serez les 8 et 11 septembre au Théâtre L'Échangeur à Bagnolet. Et puis quand même, on va en parler puisque vous viendrez ici à Radio France, diriger le chœur de Radio France avec toujours l'ensemble multilatéral. Le 18 octobre, un concert d'œuvres italiennes, encore une fois entre passé et présent, puisqu'il y aura Luciano Berio, Dalla Piccola, et puis Gesualdo, dans le cadre du cycle ici à Radio France Chorus Line. On voit donc que vous côtoyez évidemment d'autres voix, les Métaboles, un ensemble aussi à géométrie variable. Est-ce que Léo Varinsky, vous continuez sans cesse à chercher des nouvelles couleurs vocales, des timbres, vous recrutez toujours, vous avez cette envie encore ? Ah oui, elle est très très présente. Naturellement, j'ai un noyau maintenant de chanteurs avec qui je travaille de façon très fidèle aux Métaboles, mais j'aime beaucoup me mettre en lien aussi et en connexion avec la nouvelle génération, parce que il y a en France un vivier de chanteurs de très très haut niveau. Il y a des formations de très haute qualité. Dans cette maison, la maîtrise de Radio France notamment, il y en a d'autres, le Jeune Chœur, la maîtrise de Notre-Dame et toutes les maîtrises en France aussi, qui irriguent vraiment un territoire très important. Et donc de jeunes chanteurs qui sont importants pour moi de reconnaître, et de former aussi d'une certaine manière à l'exigence que je peux avoir et à cet appétit de répertoire. Et pour revenir à Chorus Line, le programme avec Radio France,
C'est vrai que je suis très content de le partager avec l'ensemble multilatéral, qui est un ensemble qui me tient énormément à cœur également, un ensemble dédié à la création de solistes de très haut niveau et qui partage avec moi cet appétit de la création. Et vous êtes soutenu par des institutions vraiment pour tous ces projets-là? Oui, c'est très important. Oui, merci pour cette question parce que les Métaboles ne pourraient pas vivre sans ces institutions, notamment la Fondation Bettencourt qui nous aide énormément. On a gagné le prix Bettencourt en 2018, le mécénat musical Société Générale aussi qui est très important à nos côtés depuis des années. Et c'est vrai que sans eux, tout ce répertoire choral, cette musique de création, cette musique que j'ai envie de défendre, aurait du mal à vivre. Camille Saint-Saëns, voici le somptueux calme des nuits par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Wawinski. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gabriel. L'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Wawinski, dans le premier des 2 chœurs opus 68, Calme des nuits de Camille Saint-Saëns. À réécouter sur francemusique.fr.